le moteur premier de l'entrepreneuriat, c'est une vision que vous avez envie de concrétiser à travers un projet collectivement porté. Nous ne sommes qu'une équation dont la solution est temporaire. La question de fond, c'est est-ce que les gens ont envie de travailler avec vous ou pour vous? C'est donc l'aventure humaine associée à l'entrepreneuriat qui fait que ça vous permet de créer les conditions du succès, mais toujours avoir beaucoup d'humilité en se disant qu'il faudra quand même un peu de chance pour le rencontrer. Dans notre pays, en fait, pour vendre quelque chose, il ne faut pas être intéressant, il faut être utile. Parce que le risque, c'est pas grave, hein. Le risque, il faut juste pas, quand il se matérialise, donc vous chutez, mais chuter, c'est pas grave, il faut juste pas disparaître. Porter le regard là où les gens ne portent pas le regard. Notre Far West n'est plus à l'autre bout du monde, il est à nos portes. Il est dans tous ces territoires dans lesquels on ne porte pas le regard. Pierre Sabatier, bonjour. Je suis content Richard. de te recevoir sur Grand Angle Entrepreneur parce qu'on va aborder deux choses dans ton parcours. Donc déjà, ton métier principal, on va dire actuel, c'est fondateur et dirigeant de PrimeView, qui est un cabinet d'études et de perspectives économiques. Oui. Et donc ça, on va en parler. Et puis aussi une autre activité entrepreneuriale dans l'immobilier de campagne. Et ça, c'est un sujet, moi, qui m'est cher parce que depuis quelques années, j'explique aux gens que l'avenir, il n'est pas en ville, il est à la campagne, pour tout un tas de raisons. Et on va voir comment... Alors, déjà, explique-nous, qu'est-ce que c'est que ton business PrimeView, comment ça marche, à quoi ça sert et comment ça gagne de l'argent? Alors, PrimeView, c'est un cabinet que j'ai fondé en 2008, oui, fin 2008. Donc moi, je suis ingénieur agronome de formation initiale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est hyper important. Donc je viens du monde des sciences du vivant. Et donc pas seulement dans la vie, comme toujours, comme tout entrepreneur, il faut de la chance. Et j'ai eu la chance de faire une rencontre très jeune. Voilà, donc tu étais en Auvergne, tu as fait ton école là-bas? Non, je veux un papa militaire, si vous voulez tout savoir. Et donc j'ai pas mal bougé. Et donc j'ai fait pour le coup une prépa parisienne et pour faire ensuite une école d'ingénieur parisienne. Mais donc issu des sciences du vivant, c'est extrêmement important. Donc je rentre dans le monde financier parce que là je fais une rencontre de quelqu'un qui m'inspire et voilà et qui deviendra plus tard en fait un ami et un associé en fait pour monter PrimeView initialement. Et PrimeView, c'est quoi? C'est un cabinet qui fait de la prospective. Mais la prospective, c'est quoi? C'est essayer de comprendre, poser des diagnostics sur les équilibres actuels, les équilibres économiques actuels, mais pas que. Donc pour ça, on utilise en fait des données qui peuvent être démographiques, sociologiques, etc. Donc on achète beaucoup de données de toute nature. Donc dans le monde, la moitié de mes équipes sont des gens qui font du traitement de données, parce que on a constaté que dans notre pays notamment, beaucoup de gens donnaient leur opinion. C'est pas mon métier en fait. Je suis pas là pour parler de mes opinions. Je suis là pour vous transmettre ce qu'on voit à travers en fait le traitement le plus scientifique possible des données qu'on a à disposition, qui sont d'ordre économique, qui sont d'ordre financier, mais aussi démographique, sociologique, environnemental, etc. Et donc on a une très grosse compétence technique donc de traitement de données, où au final on a conçu une capacité à sélectionner ce qui était important de ce qui n'était pas. Parce que là il y a un élément en fait important dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a 30 ou 40 ans, celui qui définissait une bonne stratégie, c'était celui qui savait trouver l'information. Aujourd'hui, c'est plus ça en fait, parce que l'information elle est partout, elle est disponible partout. La réalité, c'est que la bonne stratégie, elle vient d'une capacité tout autre, qui est celle de savoir quelle information est utile et quelle information ne l'est pas. Et en réalité, dans un flot d'informations absolument colossal, on va dire sur 100%, l'information que vous devez garder pour vraiment prendre une décision, elle représente quoi? 0,5, 1%. Donc c'est compliqué. Donc notre métier, en fait, c'est faire le tri. C'est faire le tri à travers en fait une grosse compréhension du métier, notamment du monde financier, puisque j'ai été associé à une société de gestion par le passé. Voilà, donc on sait véritablement, on a défini en fait quels étaient en fait le niveau d'information, les typologies d'information qui sont importantes. Et aujourd'hui, ça nous permet en fait de poser des diagnostics assez précis sur une thématique qui va être l'inflation. L'inflation, est-ce qu'elle est temporaire, est-ce qu'elle est structurelle? Et en fonction de cela, qu'est-ce que ça va générer comme politique monétaire décidée par les banquiers centraux? Qu'est-ce que ça va dessiner comme niveau de taux d'intérêt? Qu'est-ce que ça va donc dessiner sur l'évolution du marché immobilier, du monde des actions, du monde des obligations? Et donc en fait, PrimeView, c'est quoi? C'est de la prospective basée sur une double compétence de acquisition, traitement de données d'une part, et d'autre part de la matière grise qui interprète en fait les travaux, les outputs, en gros les résultats issus en fait des techniciens en fait, qui viennent interpréter pour poser un diagnostic et ensuite derrière définir des stratégies
des stratégies d'investissement qui vont être réalisées essentiellement pour les grands investisseurs de la place. Donc nos clients chez PrimeView, c'est qui? C'est des gens qui utilisent finalement notre vision et nos recommandations pour optimiser leur stratégie d'investissement. Et comment t'en arrives d'une école d'agronomie à Sciences du Vivant, à PrimeView? C'est pas tout à fait... Alors, la réalité, c'est que c'est très lié. En fait, le monde financier est un monde de plombier. Hein, la finance, c'est avant tout en fait des tuyaux en fait qu'on met au bon endroit. Les gens ils essayent de donner du sens, mais en réalité, c'est assez simple en fait comme mécanisme. Et la finance, évidemment, le reflet aussi de l'économie. L'économie, c'est quoi? Pour moi, ça n'a jamais été l'économétrie. C'est en réalité le reflet du comportement de trois agents dans un territoire, les ménages, les entreprises et l'État. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important. Les sciences du vivant, c'est quoi? C'est comprendre que ce que nous ne sommes qu'une équation dont la solution est temporaire. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment les fondations intellectuelles de notre cabinet. C'est de dire qu'en fait, la solution du moment, l'équation, vient interagir avec les paramètres de l'équation, ce qui fait que par construction, il faut toujours être convaincu que ce qu'on sort aujourd'hui comme recommandation, elle est adaptée à l'environnement, mais elle-même, entre guillemets, vient interagir avec les paramètres et elle a tendance à être obsolète. Et pourquoi c'est important ce que je dis? C'est parce que pendant très longtemps, le monde de l'économie, surtout le monde de la finance, a été présenté par des purs mathématiciens. Donc des gens qui sont des spécialistes et des professionnels de la solution. Tu référentiel fixe, quoi. Comme en physique, le soleil et la Terre est là, ça va pas bouger pendant un certain temps. Alors, je ne veux pas caricature, il y a plein de compétences dans plein de domaines différents, mais ce que je veux dire, c'est qu'intellectuellement, on était vraiment complètement focus sur la solution et cette capacité d'expertise à trouver la solution. Or, notre conviction très profonde, qui est issue en fait du monde vivant, c'est qu'en réalité, la richesse de l'information vient moins dans la compréhension de la solution du moment, mais plutôt dans la manière dont elle interagit avec les paramètres de l'équation et qu'elle fait que cette solution sera que temporaire et qu'il va falloir en trouver une autre derrière. Et ça, c'est une course, parce qu'il faut toujours être celui qui réfléchit. C'est un mouvement, c'est un mouvement. Et donc, c'est surtout, du coup, on passe énormément de temps plutôt à comprendre les interactions des phénomènes les uns avec les autres. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on intégrait de la démographie, de la sociologie, de l'environnement. C'est qu'en fait, dans les paramètres de l'équation, il y a bien d'autres choses en fait que l'économie. Donc, donc PrimeView, c'est quoi? C'est de la prospective, donc c'est de la recherche. On fait des travaux de recherche, mais appliqués. Et ça, c'est la deuxième partie. Alors, quand tu poses la question, comment on gagne de l'argent, c'est-à-dire que j'ai toujours été convaincu d'une chose, c'est que les gens n'étaient pas, en tout cas en France, prêts à acheter l'intéressant. Dans notre pays, en fait, pour vendre quelque chose, il ne faut pas être intéressant, il faut être utile. Et donc, en réalité, on a défini après, derrière, chez PrimeView, des vrais outils qui permettent aux preneurs de décision d'utiliser en réalité ce qu'on fait. Donc on a un gros degré en fait de customisation de produits et de services qui vient soutenir en fait la prise de décision des grands investisseurs de la place, que ce soit des banques, des caisses de retraite, des mutuelles, des sociétés de gestion, des assureurs. Ouais, donc vous faites pas des études pour faire des études, quoi. Non, c'est pas trop notre truc. On n'a pas que ça à faire. C'est-à-dire que non, c'est vraiment important de comprendre cela. Je pense que ça, il faut le diffuser. C'est-à-dire que il y a du coup une vision, des convictions, voilà, une perspective intellectuelle où on dit, voilà, il y a quelque chose à apporter dans le marché parce que ça n'existe pas. Deux, aussi avoir conscience que pour ça, il faut investir. Il faut investir beaucoup de temps, hein, parce que quand je parlais en fait d'une compétence technique pour traiter de la donnée ou autre, ça veut dire beaucoup d'investissement, notamment en masse salariale, pendant des années pour construire cette compétence-là. Et trois, malgré ça, c'est toujours pas suffisant, eh bien, une capacité à définir des produits qui sont des produits utiles. Donc, se mettre à la place du client, utile au client dans sa pratique quotidienne. Pas juste dire c'est intéressant. Donc, c'est quoi? C'est de la structuration de portefeuille? Oui, entre autres. En disant, bah voilà... Entre autres, bah, ça va tout ce qui touche en fait l'investissement, ça va de l'allocation d'actifs, ça va du market timing, à savoir du timing d'investissement sur, en gros, du taux de couverture associé à un portefeuille, est-ce qu'il faut être ou pas sur les marchés, ça va jusqu'au stock picking aussi, hein, puisqu'on fait aussi de l'algorithmie dans ce domaine. Donc, on a vraiment toute la panoplie pour l'investisseur. Puis, j'ai une autre filiale, en fait, dans mon cabinet, qui est une filiale, parce que c'est important aussi de s'amuser hein, dans l'entrepreneuriat. Si c'est une chaîne d'entrepreneurs, je pense que... Alors, du coup, petit aparté, j'ai une conviction très forte, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour entreprendre. Et je leur dis, en fait, votre job, ne me parlez pas de votre produit, je m'en fous. Hein, puisque si vous voulez le faire concrètement, c'est que vous êtes convaincu en fait, qu'il faut le faire. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Je vais vous donner en fait simplement un conseil d'entrepreneur. Soyez conscient d'une chose, c'est que votre mission, c'est créer les conditions du succès. Donc voilà, arrachez-vous pour ça. Faites cela. Voilà, passez beaucoup de temps en fait, à cela. Mais soyez aussi conscient que dans l'entrepreneuriat, il faut de la chance. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une clause de sauvegarde pour un entrepreneur, parce que j'en ai vu qui sont tombés.
souvent, en fait, l'entrepreneuriat, il est porté au nu par BFM ou des choses comme ça. Et malheureusement, en fait, on a toujours le biais du survivant. On vous montre que ceux qui ont réussi et très bien réussi. Sauf que pour 10 qui ont essayé, il y en a un qui réussit et 9 qui ne réussissent pas. Et ce qu'il faut, c'est que dans nos écoles de management, à la télé, dans les médias, il faut dire qu'en réalité, le moteur premier de l'entrepreneuriat, c'est une vision que vous avez envie de concrétiser à travers un projet collectivement porté. C'est donc l'aventure humaine associée à l'entrepreneuriat qui fait que ça vous permet de créer les conditions du succès, mais toujours avoir beaucoup d'humilité en se disant qu'il faudra quand même un peu de chance pour le rencontrer. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si jamais vous échouez, eh bien, il ne faut pas, entre guillemets, que l'échec devienne un fardeau insupportable à porter pour la suite de votre vie. C'est-à-dire que c'est ça le vrai sujet. C'est vachement important ce que tu dis parce que j'avais une vision. Ça m'arrive de temps en temps, je te remercie de J'ai une vision un petit peu différente de ça, c'est de dire il y a pas mal de gens quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat qui passent du temps à fantasmer, à réfléchir, à peaufiner. Et un an plus tard, ils n'ont toujours rien vendu, ils ont toujours pas un client. Ouais. Et je dis effectivement, si on prend des gars comme ça, c'est sûr qu'il y en a 9 sur 10 qui vont y passer parce que il faut avoir de la chance. Et à l'inverse, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas au contraire essayer plein de choses de façon un peu brutale et aller dire, tiens, ça t'intéresse, ça, ouais, tu le vends, non, pas encore, mais... Alors, c'est pas et si on rate 9 idées sur 10, on aura la 10e. Oui, c'est ça, mais parfois malheureusement, le temps d'arriver à la 10e, on n'est plus là. Ça peut arriver aussi dans l'entrepreneuriat. Non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où... Après, mais pas trop intellectualiser et au contraire multiplier un métier intellectuel, c'est pour ça que... Moi, j'ai planté plein de trucs, des idées à la con, et bon, on s'en rend compte et puis on passe à autre chose, quoi. Finalement, c'était pas une bonne idée. Mais en fait, je dirais que là, tu es dans le comment. Ça s'appelle, en gros, ça c'est bien étudié. Je suis totalement d'accord avec toi d'en savoir que après, une fois on s'est lancé dans un projet collectif, il faut effectivement pas aller jusqu'à le produit totalement fini, qu'on fabrique en fait chez soi, avec sa propre vision et qu'ensuite on va essayer d'aller vendre. Ça, typiquement, non, il faut faire ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale, itérative. Savoir que l'objectif, mais traditionnel, ça c'est même étudié, c'est fabriquer un produit minimum viable, savoir pas essayer de fabriquer le plus beau des produits, une semaine, mais très vite, très vite, entre guillemets, aller le montrer au client. Et c'est justement, c'est un peu la même chose que dans mon business, à savoir, c'est une équation, savoir récupérer en fait les informations du client pour dire ça me plaît pas, et voilà là où il faut aller. Donc ça s'appelle de l'innovation en fait itérative, incrémentale itérative, c'est de la lean innovation. Et effectivement, c'est la bonne manière de faire, savoir qu'il ne faut surtout pas rester trop longtemps dans son bureau à intellectualiser, il faut très vite aller voir son client pour justement, c'est le client qui va définir en fait le projet. Effectivement, ça optimise les chances de succès. Et dans ce cas-là, tu es à peu près sûr de réussir si tu testes assez d'idées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux gens qu'ils ont 900 sur 10 de ne pas y arriver dans leur vie. Quoi. Oui, mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, oui, j'entends bien, mais il y a plusieurs dimensions d'arrivée. C'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire une culbute et qui ont comme image, entre guillemets, le patron de Facebook ou autre. C'est-à-dire que c'est une très grosse réussite. Il y a réussir et réussir. Il y a réussir et bien vivre, évidemment. Et donc là tu as raison. Après, en faire un succès majeur, là, pour faire une culbute, encore une fois, là c'est encore autre chose. C'est autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait, c'est ce qui est utilisé pour faire rêver les enfants. C'est-à-dire que et ça, à mon sens, rêver les gamins qui veulent entreprendre. Il y a aujourd'hui trop d'entrepreneurs qui font ça pour une culbute. Et ça, c'est un élément, en fait, je pense qu'il faut remettre en perspective. Oui, cas, ça n'a jamais été, en tout cas, mon moteur. Et comment comment ça s'est passé entre le moment où tu es sorti étudiant d'une école d'ingé à patron? Parce que là, il y a un trou, là. Non, mais c'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre. J'avais quelqu'un qui était très connu dans le monde des marchés financiers et qui est venu donner un coup, en fait, dans l'école dans laquelle j'étais. Et voilà, j'ai été pris en stage. Je lui ai dit, je veux pas en réalité faire ce que vous faites, je veux être ce que vous êtes, parce qu'il m'avait inspiré. Voilà, et donc, et puis en gros, l'aventure humaine fait que, des boîtes se sont rachetées, des opportunités se sont créées, et puis, quelques années plus tard, je me suis lancé en fait dans cette aventure. Donc c'est par un mentorat entre guillemets, c'est en oui, complètement, c'est du mentorat, quoi, évidemment, le fil qui t'a amené là. Ok. Ouais. Donc ça, PrimeView aujourd'hui, ça fonctionne? Vous êtes combien? On est une dizaine. Une dizaine. Ouais. Et pourquoi alors tu as lancé un autre business, donc on en parlait chez toi en Auvergne, ou justement dans l'immobilier. Et ça me parle vraiment parce que j'ai lancé une formation immobilière il y a quelques temps. Et le fond du truc, c'est de dire vous avez la ville où globalement il n'y a plus grand chose à faire, où c'est très compliqué. Si vous êtes marchand de biens, ça peut bien se passer parce que voilà, mais c'est hard, c'est vraiment dur. Vous n'avez plus de rendement brut. Après, vous avez la campagne des villes où vous êtes à 3-4% brut locatif. Quand on peut mapper comme ça en France.
en disant, bah voilà, en gros, c'est toutes les campagnes où les mecs ils savent pas planter une patate ou ils savent pas reconnaître deux plantes entre elles, parce qu'ils travaillent tous en ville. Et là, bah, c'est les revenus des villes qui vont faire le prix de l'immobilier et bah, c'est bien mais pas top, parce que les rendements locatifs permettent pas de faire des choses encore extraordinaires. Puis vous avez la campagne des champs, où là, il y avait plus personne. En 2019, j'ai dit, il y a plus personne, et puis depuis 2020, ça commence à se repeupler. Et je disais, bah là, vous avez des rentabilités de 8 à 10%, mais en gros, hein, sans chercher, hein, en moyenne de marché. Et là, vous avez des choses à faire, parce que là où il y a des gens, il y a de l'argent. Et on en discute, et tu me dis, bah oui, moi, je développe de l'immobilier à la campagne qu'on me donne. Non, qu'on ne donne pas. Je suis sympathique, mais quand même, la sympathie a ses limites. Alors, comment j'en suis venu? Bah déjà, donc, moi je crois beaucoup les gens réécrivent toujours l'histoire. Toujours. Donc, on réécrit toujours l'histoire, on réécrit la belle histoire une fois que c'est arrivé. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Oui, et puis même on réécrit même la manière en fait dont ça s'est fait ou les raisons qui se sont faites. On trouve les raisons ex post. Donc, la réalité, c'est que voilà, ma boîte, mon Prambio est à Paris, non, son siège reste à Paris, mes collaborateurs restent aujourd'hui à Paris. Mais bon, un choix de vie familial fait que voilà, j'ai toujours considéré que j'étais de passage à Paris parce que je suis en rural. Je suis né dans un tout petit village de 450 habitants dans lequel aujourd'hui je réhabite. En fait, c'est simplement un choix de famille, un choix de vie de réoffrir à mes enfants la qualité de vie que j'avais pu bénéficier quand j'étais jeune. Donc, on décide de partir de Paris, donc à la campagne pour le coup. Alors après, attention, ça aurait pu être dans une ville moyenne, ça, voilà, peu importe, ça, chacun son chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas intellectualisé ce projet. Je me suis pas dit, on va à la campagne et je vais faire ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. C'est déjà, on va avoir les yeux ouverts, être curieux et de se dire, tiens, voilà, et d'être ouvert. Vraiment ouvert, en fait, à toute opportunité, à toute discussion, à tout échange. Et le fait est qu'à peine arrivé, en fait, vu que je suis du coin, on se connaît, hein, c'est la proximité, c'est l'avantage. Hein, on ne vit pas dans des zones qui sont anonymes, on vit dans des zones où tout le monde se connaît. Et bien voilà, une rencontre fait que il y avait des compétences dans le village qui aujourd'hui, qui n'étaient pas exploitées. Et donc, d'un échange, voilà, au cours au tourne-verre probablement, hein, pas d'eau, probablement. Aussi, en échange, et la personne me dit, moi, ce que je sais faire, c'est de la rénovation. Et j'aimerais en fait le valoriser. Je lui dis, moi, ce que je sais faire, c'est de l'entrepreneuriat, donc laisse-moi réfléchir. Et donc, j'ai regardé. Il y a quelque chose, en fait, qui marque nos campagnes. Alors, quand on dit nos campagnes, c'est nos villages, nos petits bourgs. Hein. C'est pas forcément la maison isolée au milieu d'une forêt. Là aussi, il faut être très précis parce que les gens, en fait, fantasment une forme de campagne. Il y a plein de campagnes différentes, en fait. Hein. Donc, oui, il y a la campagne près de la boulangerie, il y a la campagne dans le petit village, où il y a la maison complètement isolée, où là, on flippe la nuit parce que... C'est ça. Ma femme a toujours refusé qu'on habite au milieu des bois pour cela, d'ailleurs. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de loups, quand même, en France. Mais tout ça pour dire que... Donc, j'ai regardé et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, est marquant et choquant et rend d'ailleurs, en fait, nos campagnes, en fait, inattractives. C'est que dans plein de villages ou plein de petits bourgs, dans les cœurs de villages, la plupart du temps, vous avez des biens qui ne sont pas habités depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, et qui s'effondrent. Et donc, ils sont un vrai poids. Hein. C'est-à-dire, c'est le cercle au sens littéral, hein, ils s'effondrent ou ils brûlent, un coup il y a un incendie. C'est ça, ou alors qu'ils ne sont pas habités, donc ils se dégradent et qu'ils deviennent hors marché, évidemment. Ils ne sont plus dans le marché, parce que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens se disent, souvent les gens des villes, en fait, qui voient cela, se disent, mais les gens sont bêtes de laisser tomber cela. En réalité, les gens ne sont jamais bêtes. C'est-à-dire quand il y a un intérêt rationnel à s'occuper de quelque chose, les gens s'en occupent. Les gens ne sont pas bêtes. Quand vous avez un actif dans votre patrimoine, vous en occupez. Sauf que la problématique en France, c'est que c'est bien pourquoi en fait il tombe en ruine, c'est parce que le coût de la rénovation fait que dans ces zones-là, le coût de l'immobilier coûte pas cher. Et donc le prix de la rénovation est si cher que ce bien, pour le remettre dans le marché, même si on vous le donne, le prix de la rénovation fait que c'est au-dessus de ce que ça vaut. Donc personne ne le fait. Et donc ça tombe. Donc face à ce constat, j'ai simplement réfléchi, je me dis, tiens, une possibilité, donc une capacité à rénover, un marché aujourd'hui qui n'est pas exploité du tout, donc sur lequel il n'y a évidemment du coup pas de compétition pour l'acquérir, eh bien on va faire un truc, on va essayer quelque chose. Et donc on a conçu en fait un modèle assez rigolo, où on a structuré une boîte qui fait de la rénovation, mais qui est aussi copropriétaire d'une SCI qui va racheter en fait ces biens dont je parlais, ceux qui ne sont pas habités dans des cœurs de village, cœurs de bourg, donc depuis 10, 20, 50 ans. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est de les acheter, évidemment on les achète pas cher parce qu'ils valent rien, parce que personne n'en veut, c'est totalement hors marché. Donc on les achète pas cher, et l'objectif principal, c'est d'avoir un prix de rénovation qui soit suffisamment ténu pour qu'on puisse les louer, c'est bien, et générer un rendement satisfaisant.
Et on a réussi à le faire. C'est ça qui est assez formidable. Aujourd'hui, c'est un vrai succès. Hein. C'est assez amusant. C'est très, très amusant puisqu'on a, à travers ce mécanisme-là, donc il faut bien comprendre que la boîte de rénovation vit en fait de ce qu'elle facture entre guillemets à la SCI pour rénover, mais elle en vit, mais elle gagne de l'argent parce qu'elle est copropriétaire des biens. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut avoir des prix de rénovation. En fait, ça permet d'effondrer les coûts, les cotisations sociales. On divise les prix de rénovation en fait par 2, 3, 4. Simplement parce que l'entreprise aussi n'a pas à marger. Elle ne marge pas, elle n'a pas besoin de marger. Parce qu'elle gagne de l'argent à travers le fait d'être copropriétaire à l'intérieur de la SCI. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à attirer, en fait, à acheter des biens extrêmement peu chers. Parce que le foncier coûte pas cher dans ces zones-là en plus. Non. On a des prix de rénovation qui sont mesurés. Donc, ce qui nous permet en fait de rénover de fond en comble ces biens, donc de faire de la très grande qualité avec des matériaux qui sont plus écologiques qu'ailleurs. Donc voilà. Alors c'est en Auvergne, hein, ce que j'évoque là. Donc en Auvergne, il fait froid. Donc même quand l'isolation est faite, on refait l'isolation parce qu'un élément extrêmement important, c'est qu'il faut se projeter à la place du client. Celui qui va rentrer dans le bien, en fait, faut qu'à la fin, une fois que les biens sont rénovés, il faut qu'on ait envie en fait d'y vivre. C'est ça. Surtout quand le gaz prend 12,6%. Voilà, d'où l'intérêt en fait, voilà, d'avoir bétonné en fait tout ça. Donc on a à la fois, ce qui est formidable, hein, on a donc un coût d'acquisition qui est faible, un prix de rénovation qui est maîtrisé, qui nous permet en fait de rénover avec de grande qualité et qui nous permettent aussi de sortir des loyers inférieurs au prix du loyer de marché. Et donc dans des biens qui étaient hors marché et donc qui font regagner en attractivité en fait les zones dans lesquelles ils étaient. Et comment tu trouves les gens pour travailler dans le bâtiment? Parce que ça, il y a de la tension quand même pour arriver à trouver le plombier, le maçon, l'électricien, le charpentier. Quand les gens, il y a de la tension dans des mondes anonymes. En fait, c'est extrêmement important ça. C'est-à-dire que, alors, je vais y revenir après derrière sur qu'est-ce que ça m'a fait, enfin, en quoi ça m'a fait encore progresser dans la vision que j'avais en fait du monde qui vient et de ce qu'on peut en faire, positivement parlant. C'est-à-dire que quand les gens se connaissent, en réalité, il n'y a pas de problème, on trouve. La problématique, c'est l'anonymat. L'anonymat, quand on est anonyme, en réalité, vous êtes un client parmi d'autres, et donc concrètement, voilà, vous passerez en fait en fonction de... Voilà, non, la question de fond, c'est est-ce que les gens ont envie de travailler avec vous ou pour vous? Et donc, le fait est que lorsqu'on se connaît, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Donc, on n'a pas de problème de ce type. Donc on ne rencontre pas de problème pour sourcer les gens. Et puis après derrière, on va aussi structurer en fait le nombre de biens qu'on va acquérir en fonction de notre capacité à rénover. Donc on va juste s'ajuster. Donc mais la proximité, le fait de connaître et se connaître, permet de répondre à cette problématique de sourcing. Mais encore une fois, on fait travailler des gens du coin. Donc ça, c'est un élément majeur. Et donc, juste pour dire, puisque c'est un investissement, donc on contribue à l'intérêt général, on réhabilite des biens, les gens qui y vivent en fait sont heureux d'y vivre, c'est loué avant même que ça soit fini de rénover. Hein. Parce que du coup, tu es dans le top du marché puisque le reste est moins bien parce que c'est rénové. Mais voilà, parce que le vrai sujet, c'est moins cher et mieux rénové. T'évoquais 8 à 10% de rendement brut, mais souvent en fait les biens, c'est hors rénovation souvent. C'est des biens qui tournent déjà et qui sont loués. Alors que là, c'est des biens qui sont complètement finis. On tourne à des taux de rentabilité, des rendements, donc loyer sur ce que ça nous a coûté au final, entre 10 et 15%. Ce qui est énorme. Ce qui est gigantesque, c'est extraordinaire. Mais moi, ce que j'en retire et ce que j'aimerais en fait que les gens comprennent, c'est qu'en fait dans la vie, il y a deux qualités importantes qu'il faut avoir quand on veut entreprendre, je crois. C'est être convaincu qu'il faut toujours regarder là où les gens ne portent pas le regard. Parce qu'en fait, on pousse tout le monde finalement à créer, à innover aux mêmes endroits. Là où la concurrence est la plus forte. Il faut avoir un peu d'humilité, même si vous êtes intelligent. À un moment donné, il y a plein de gens qui sont très intelligents, et puis là, la concurrence de gens intelligents fait que c'est compliqué, c'est dur, premièrement. Deuxièmement, ça coûte cher. C'est quoi l'entrepreneur? L'entrepreneur, c'est celui qui prend un risque. Donc il prend aussi le risque d'échouer, ça peut arriver de temps en temps. Et donc la réalité, c'est quand vous entreprenez là où tout le monde entreprend, là où le foncier est élevé, là où ça coûte cher, eh bien en fait vous n'avez pas le droit d'échouer. Parce que ça coûte tellement cher que si vous échouez, en fait vous devrez porter le fardeau en fait de votre échec pendant longtemps. Donc là aussi, lorsque vous portez le regard là où les gens ne portent pas le regard, les choses coûtent beaucoup moins. Donc en réalité, le risque d'échec est beaucoup plus assumable, il est beaucoup moins grand. On peut multiplier en fait les prises d'initiative de ce type. Donc porter le regard là où les gens ne portent pas le regard. Notre Far West n'est plus à l'autre bout du monde, il est à nos portes. Il est dans tous ces territoires dans lesquels on ne porte pas le regard et qui en réalité décèlent des qualités qui ont été oubliées. Ça c'est vraiment un élément important. Et deuxième élément important, la deuxième qualité fondamentale pour moi, c'est soyez ingénieux. Plus qu'ingénieur d'ailleurs. Soyez ingénieux, à savoir, voilà, face à un problème, typiquement dans ce que j'évoquais, un problème de prix de rénovation, eh bien, il y a toujours une manière intelligente, simplement, ingénieuse,
de trouver une réponse aux problèmes que vous rencontrez pour arriver à en faire quelque chose. Alors justement, dans ce cas-là, il faut rentrer un peu dans le détail parce que moi, j'avais identifié deux clés un peu qui supportent l'idée, que je trouve très bonne hein, d'ailleurs, on va en reparler. Mais c'est que déjà, le fait de faire financer les travaux par les loyers qui vont arriver dans le temps, ça permet de contourner une partie de la structure d'imposition actuelle, charges sociales, IS, machin, parce qu'en fait, on facture moins, donc on paye moins, et au final, et ça revient dans le temps. Et au final, je pense que l'entrepreneur gagne plus parce qu'il se crée un patrimoine. Bien sûr. Et vous utilisez la plupart du temps aussi de la dette, c'est-à-dire que vous pouvez jouer de l'effet de levier. C'est ça. Dans l'immobilier, ce qui n'est pas possible en fait, ce qui est rarement possible dans plein d'autres business, d'autres actifs. Ouais. Mais donc ça veut dire déjà que on adopte une stratégie de contournement, ce qu'on disait dans la vidéo économie sur Grand Angle Finance, c'est que il faut trouver des stratégies de contournement au système en place. Donc ça c'est une. Et après il y a un deuxième point de support. Alors ça tu vas me dire c'est le cas, mais moi ce que j'avais identifié à la campagne, c'est que le modèle aujourd'hui, c'est RSA APL. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas tel que les statistiques officielles le disent, parce qu'en réalité, avec le RSA et les APL, ça fait une base avec lequel on peut payer le loyer. Et ensuite, y a une économie parallèle à la campagne qui est très forte. Moi, mon bois, je l'achetais à la main en billets. C'est pareil pour les champignons, c'est pareil pour la viande, c'est pareil pour un tas de choses. Ah ben tiens, j'ai tué un mouton, viens. Enfin voilà. Donc au final, les gens travaillent. Quand on dit il y a, je sais pas, 10 millions de gens qui foutent rien, c'est pas vrai. Mais ils ne travaillent pas dans le système. Et là, globalement, pour l'immobilier, ton projet, il s'appuie aussi là-dessus, c'est-à-dire que tu es complètement finançable par le système. C'est-à-dire qu'avec des loyers moins chers, je peux me les faire APLiser. En plus, c'est du bio, enfin, c'est label XXX, voilà, donc ça rentre dans les cases. Donc, globalement, je vois un peu ça comme une prise de judo, quoi. C'est-à-dire, on contourne le système qui est trop lourd, ce qui participera à ce qui se transforme par une crise ou non, mais en tout cas qui se transforme. Et en même temps, on profite des éléments de subvention qui permettent de transitionner le temps de remettre de l'activité, quoi. Donc, je trouve ça très fin. Alors, deux remarques. Je sais pas si on contourne le système en fait, simplement on est ingénieux et en fait on s'arrange, en fait on structure, c'est ça en fait l'ingénierie. Je parle de prise de judo. Oui c'est ça, pour moi c'est de la plomberie en fait, on met les tuyaux aux bons endroits. Et effectivement dans la vie, il y a parfois des murs, quand on fait de la rénovation en fait le mur il est là, il est épais. Alors on va pas faire un trou dans le mur, il va falloir le contourner, mais c'est simplement c'est s'adapter avec ce qu'on a à disposition pour pouvoir arriver à son objectif. Donc c'est plutôt le sujet, plus que contourner j'ai envie de dire, c'est faire avec ce qu'on a et être convaincu en fait qu'on peut y arriver. Donc avec de l'ingéniosité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la question de risque est un sujet majeur dans notre pays, mais même dans le monde en général. C'est-à-dire qu'est-ce qui est risqué? C'est quoi le vrai risque? Et donc effectivement, quand tu abordes la notion d'appel, alors on n'est pas forcément financé dans ce cas-là, pas forcément, mais deux choses. Oui, effectivement, sur des loyers modérés, eh bien, alors qu'on pourrait penser que c'est une population plus à risque, eh bien, le taux de défaut en fait est faible parce que justement, donc ça aussi c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que c'est plus risqué d'aller sur ce segment-là que de l'hyperprime à Paris sur des gens en fait qui peuvent être susceptibles de ne pas être là, voilà, qui sont parfois des occupants étrangers, voilà, s'ils reviennent plus. Enfin, on a aussi en fait des défaillances de ce point, de ce type. Donc il faut faire attention sur la nature du risque. Là aussi, soyez autonome dans votre capacité à estimer ce qui est véritablement risqué ou pas. Et méfiez-vous des généralités, des grandes généralités. Ça c'est risqué, ça l'est pas. Non, rentrez dans le détail. Pour pouvoir répondre à cela, il faut aller dans le détail. Vraiment comprendre cela. Premièrement. Et deuxièmement, quand tout à l'heure je parlais de rendement brut élevé, avec des loyers qui sont inférieurs au prix de marché. Hein. Donc c'est pas en essorant entre guillemets la clientèle finale. C'est pas en tout cas notre objectif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, grâce à cela, intellectuellement parlant, ça nous permettra de faire face si jamais en fait il y a un changement de modèle et qui font que justement, on pourrait se dire que les subventions un jour disparaîtront. Voilà, la réalité, c'est le questionnement fondamental, c'est quel est notre vrai point mort à nous. C'est-à-dire que s'il faut s'adapter, s'il faut baisser le loyer de 20 ou 30% pour être encore dans le marché, eh bien notre modèle économique il tient avec 20 ou 30% de moins de loyer. Donc c'est là toujours la question, c'est ça la prime de risque. Si jamais le risque se matérialise, est-ce que j'ai les moyens en fait, de l'assumer, de le digérer, ou est-ce qu'il me met moi-même en risque, au risque de tout perdre? Et ça, c'est un vrai sujet de fond aussi, c'est de dire, si risque il y a, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que je suis structuré pour survivre à ce risque-là? Parce que le risque, c'est pas grave, hein. Le risque, il faut juste
pas, quand il se matérialise, donc vous chutez, mais chuter, c'est pas grave. Il faut juste pas disparaître. Faut pas Individuellement, vous ne mourrez pas, mais ça. entrepreneurialement, vous pouvez disparaître. Et si vous disparaissez, une fois que la crise est passée, mais si vous n'êtes plus là, et ben voilà, vous serez plus là. Donc la vraie question de fond, c'est comment vous structurez aussi un modèle économique pour être en capacité de vivre et bien vivre, quel que soit l'environnement, qu'il soit aisé ou malaisé. Et c'est marrant parce que j'avais un patron qui me disait, quand tu as une idée, tu multiplies les coûts par 2, tu divises les revenus par 2, et si c'est encore vivant, c'est peut-être une bonne idée. Mais je trouve ça intéressant. Alors il faut pas que ça soit étouffant et inhibant, hein. Mais véritablement, je pense qu'il faut toujours aussi avoir en tête ce qu'on appelle le worst case scénario, hein, scénario du pire. Qu'est-ce qui se passe? Et alors attention, dans ces situations en fait de grand stress, de crise, eh bien la plupart en fait n'ont pas raisonné comme cela, qui fait que eux disparaissent et donc font encore, d'un point de vue strictement entrepreneurial, eh bien la concurrence, une fois qu'en fait la crise est passée, est encore moins forte. Si vous êtes encore debout, eh bien là vous avez en fait énormément d'opportunités qui vont se créer. Et donc il faut, je pense, avoir cette capacité aussi à se projeter dans le temps et en se disant, si jamais, entre guillemets, les choses se passent mal, eh bien il faut que je reste debout. Il y a aussi un autre aspect sur ce business qu'on peut aborder, c'est les taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand on achète en ville, le taux d'intérêt est un driver principal du prix. C'est-à-dire que plus on baisse les taux, comme il y a une demande qui est forte, toute baisse des taux se répercute sur une hausse des prix, quoi. C'est mécanique. À la campagne, c'est peut-être moins vrai parce qu'en réalité, il n'y a pas de tension des biens. Il y en a jusqu'à 2020, parce que ça a beaucoup changé. Mais jusqu'à la crise du Covid, des mesures anti-Covid, il n'y avait pas forcément cette tension. Donc les prix, on le voit, sont restés dans beaucoup de zones, dans ma campagne des champs, sur leur durée de long terme. Donc ça veut dire que dans un business comme ça, tu profites réellement du levier des taux d'intérêt bas, puisque ça n'a pas impacté les coûts. Enfin, ça n'a pas impacté le prix. Donc ça impacte les coûts, mais pas le prix. Donc c'est aussi un facteur, vous avez intérêt à en faire beaucoup aujourd'hui, quoi. Parce que le jour où les taux remontent, ce sera moins intéressant, quoi. Alors, oui, ça sera moins intéressant en termes de flux, mais ça touchera pas l'existant. Mais ça dépend. Si vous êtes marchand de biens, ça veut dire que vous achetez de l'immobilier pour le revendre, évidemment. Donc vous rentrez dans le paramètre de votre modèle économique, le prix de vente. Au final, effectivement, il reste quand même sensible au taux. En l'occurrence, c'est pas du tout le modèle économique sous-jacent. C'est à voir que nous, on acquiert, on réhabilite et on loue. C'est un business pour garder. C'est un business de rente et pas un business en fait pour faire de la plus-value, hein. Donc là, c'est dans une optique particulière, ce qui fait qu'on est assez désensibilisé. Donc, en tout cas, nos revenus sont désensibilisés vu qu'en gros, les loyers sont plutôt fonction du salaire que du prix d'achat. Hein, donc, ils sont désensibilisés du niveau de taux. Voilà, donc, la seule problématique, c'est que si effectivement les taux remontent, ça coûtera plus cher en termes de charges mensuelles assumées. Mais c'est pour les nouveaux. Pour les nouveaux, mais c'est tout à fait absorbable. C'est vrai. Et alors, je dirais, en fait, pour revenir en fait, à la notion de tension du marché, clairement, les gens sous-estiment l'influence des taux d'intérêt sur les niveaux de prix dans les très grandes métropoles. C'est complètement sous-estimé. En gros, en réalité, les prix sont à ces niveaux-là uniquement parce que les taux sont si bas. Est-ce qu'on peut dire que dans les... Ils pourront plus monter. Est-ce qu'on peut dire en réalité, ils ne peuvent plus aujourd'hui monter parce qu'il y a les taux sont à zéro et on est déjà en 30 ans. Il y a un niveau de taux qui n'est plus en fait suffisant. Donc la seule manière en fait dont on pourrait imaginer qu'il remonte, c'est si la solvabilité des gens qui achètent augmente. Donc en gros, leur revenu augmente. C'est relativement peu probable. Parce qu'on peut dire que l'immobilier, ces facteurs, est-ce qu'on peut dire ça de deux grands indicateurs? C'est les revenus de la zone, c'est-à-dire la solvabilité des ménages, et justement le niveau des taux. Alors et la tension, pardon. Et la tension, c'est quoi? C'est le solde démographique. Et en réalité, vous pouvez donc solde démographique. Est-ce que vous êtes dans une zone qui décline, qui se stabilise ou qui augmente? Alors là, c'est intéressant sur les territoires parce que là, en termes de démographie, il y a beaucoup de gens qui vous diraient, du coup, attention parce que le solde démographique n'est pas positif. Attention, en gros, on a touché le fond dans ces territoires. C'est-à-dire que ce qui est vrai en fait depuis 40 ans, on l'a évoqué tout à l'heure, ça commence entre guillemets à changer. La Haute-Loire commence à avoir un solde démographique. C'est tellement tombé bas en fait qu'on peut plus chuter. C'est un peu comme les taux à un moment donné. Et donc là, il reste plus que ceux qui voulaient rester. Et donc même au contraire, des gens commencent à reporter le regard sur ces territoires et on commence à retrouver du monde. Donc c'est dire que le solde démographique déjà n'est plus un frein comme par le passé sur beaucoup de territoires pour aborder l'immobilier. Pas toutes les campagnes, mais de certaines campagnes. Donc ça c'est le premier point. Évidemment les taux d'intérêt, évidemment les revenus, les salaires parce que ça va être fonction de, ça va définir, on va dire, le niveau d'argent que va vous prêter la banque. Et évidemment les taux d'intérêt parce qu'en réalité, alors,
quand même deux choses dans l'immobilier. Il y a l'immobilier de location donc, et l'immobilier pour résidence principale. Quand on dit inflation des prix d'immobilier, on pense beaucoup plutôt aux résidences principales. Et alors, il faut quand même avoir en tête que ce qui se passe dans la résidence principale, c'est donc sol démographique, ça marche que ce soit du locatif ou de la résidence principale, mais surtout le vrai moteur, ce qui détermine le prix, c'est une seule question. C'est la question, en gros, c'est une envie. Il faut avoir envie d'acheter le bien en résidence principale, c'est toujours la base, hein, donc avoir envie. Et ensuite, derrière, c'est une question à votre banque, qui en gros, j'ai droit à combien? Et le prix, c'est cela. Et c'est pour ça que vous comprenez que donc j'ai droit à combien, c'est donc fonction de votre salaire, mais ça varie relativement peu. Et donc le j'ai droit à combien, c'est complètement lié au niveau de taux. Quand les taux étaient à 2, ils passent à 1, et bien vous avez droit à plus. Donc le prix augmente. Parce qu'en réalité, le prix n'est que la rencontre momentanée entre un désir d'acheter et un bien que vous avez et un bien à disposition sur le marché. Donc cette concrétisation du désir, elle est complètement en fonction du niveau de taux d'intérêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. Les culbutes qui ont été faites sur les marchés de l'immobilier dans les zones hyper concentrées, aujourd'hui, auront du mal à être reproduites dans le futur. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, parce qu'on pense que les taux vont rester bas pendant longtemps. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Donc il faut continuer à aller sur ces marchés-là, mais plutôt sur des marchés qui sont probablement moins tendus que dans les zones hyper concentrées. C'est pour ça qu'effectivement, porter le regard là où les gens ne portent pas le regard, dans ces zones en fait, et dans ces campagnes. Mais quand on dit campagne, encore une fois, c'est pas de la maison isolée, hein, c'est de la maison de bourg. Et puis il y a les infrastructures aussi. J'avais identifié dans la campagne des Champs, il y a tout un tas de campagnes qui sont complètement désertes. Et, alors je sais plus, je crois que le village le plus, je m'étais amusé à regarder, le moins cher de France, il doit être à 500 € le mètre carré en moyenne. C'est un truc dans la Beauce, paumé, à 30. Le premier boulanger est à 30 bornes, enfin c'est affreux. Je pense qu'il faut aussi rajouter les infrastructures, comme les autoroutes, les gares, qui permettent de rejoindre... Bien sûr. C'est pour ça que j'avais fini dans le Jura, moi, parce qu'en fait j'avais fait une carte, j'ai dessiné les infras, les machins, la carte des taux. Je me suis dit, tiens, le Jura, c'est marrant. Non, effectivement, alors... Ce qui se passe, c'est que ça deviendra un marché d'autant plus florissant si, évidemment, on implémente une meilleure distribution de l'activité sur l'ensemble du territoire. C'est une des émissions, en fait, c'était la thématique d'une des émissions d'une des thématiques abordées dans une des émissions précédentes. Mais évidemment, si jamais on a des infrastructures qui, viennent innerver ces territoires alors qu'elles étaient moins là, qu'on recommence à y mettre un peu de vie, forcément, ça ne sera que porteur pour ce type de bien, ce type de... Est-ce qu'on peut se dire en fait que pour identifier des secteurs comme ça, les secteurs qui disposent d'infrastructures disposent de capacités de rebond au moment où cette transition va se faire? Parce que sur Grand Angle Finance, on parlait justement de toute cette problématique de la déconcentration des hypercentres, enfin des grosses villes, voilà. À un moment, de toute façon, que ce soit pacifiquement ou dans une crise, ça va se déconcentrer. Et à ce moment-là, peut-être, moi je me dis que c'est peut-être bien ces territoires qui ont déjà des infrastructures plus ou moins là, dans un état relatif, qui ont cette capacité Donc, si on veut être plus fin dans la granulométrie, c'est pas tellement ville contre campagne. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les grands gagnants seront les villes moyennes, les sous-préfectures, en réalité, dans beaucoup de départements, villes moyennes, sous-préfectures, et en fait tous les territoires qu'elles innervent, donc aussi les bourgs qui les entourent et les villages qui les entourent. L'aspiration, elle va se refaire dans l'autre sens. C'est-à-dire en fait ça reste un modèle vertical mais à une échelle plus petite. C'est là où c'est intéressant. C'est vraiment à travers ça que ça devrait se matérialiser. Et quand tu parles d'infrastructure, c'est vrai, mais on pense beaucoup infrastructure de transport. La plus importante en réalité, c'est aujourd'hui l'infrastructure de communication. Mais elle coûte pas cher celle-là. Et elle coûte pas très cher, donc elle va se faire. Et elle est en train de se faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de connecter. Alors, il faudra connecter tout le monde, mais on est en train de connecter. C'est plus cher de faire une autoroute ou un TGV un TER que poser 4 antennes 4G. Exactement. Et l'avenir de ces territoires, elle passe essentiellement par des infrastructures de communication plutôt que des infrastructures de transport qu'il reste hypothétique de voir arriver en fait dans des zones dans lesquelles il n'y en a pas. Donc Mais attention, il suffit d'avoir des infrastructures de communication pour permettre de créer les conditions d'expression du potentiel du territoire et des gens sur ce territoire-là. Donc honnêtement, on ne prend pas grand risque à faire le pari. Encore une fois, d'ailleurs, la notion de risque, c'est toujours fonction aussi du prix d'acquisition, à faire le pari d'un meilleur comportement de cette classe d'actifs d'immobilier, on va dire plutôt zone déconcentrée, que immobilier zone concentrée. Merci beaucoup Pierre, avec ça on a pas mal de grains à moudre et c'est marrant parce que dans cet épisode du coup on aura vu un business prospectif. Donc là on n'est pas dans le comment tu as réussi jusqu'à aujourd'hui mais plutôt quel est le potentiel qu'on peut creuser à partir d'aujourd'hui. Donc c'était bien chouette et puis si vous voulez avoir le contexte macroéconomique de ça, on a fait une vidéo sur Grand Angle Éco que vous pouvez retrouver là. Merci beaucoup Pierre et merci à bientôt. Richard, à bientôt.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!